Ils étaient des pros, expérimentés, fiables et connaissant chaque sentier comme leur poche. Mais même eux ne pouvaient pas imaginer que leur journée de boulot allait se transformer en un mystère qui n'a toujours pas été résolu. Les Lake Rangers Jason Holt, Aleph Campbell et Andrew Holland sont 3 hommes qui ont disparu, sans laisser de traces dans des parcs nationaux américains, dans des circonstances totalement inexplicables. L'un a disparu en plein milieu d'une journée ensoleillée, sur un sentier très fréquenté. Un autre s'est volatilisé sans laisser de traces lors d'une patrouille fluviale, laissant derrière lui un bateau avec le moteur en marche. Et le 3e est mystérieusement sorti de sa voiture en pleine nuit, par une tempête violente, pour disparaître à jamais dans l'obscurité de la forêt. Que leur est-il arrivé? Est-il possible que ces lieux recèlent des secrets que nous ignorons? Aujourd'hui, vous découvrirez 3 cas mystérieux de disparition de rangers dans les parcs nationaux américains, qui restent encore inexpliqués à ce jour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. En août 1999, le parc national du Mont Rainier, situé dans l'État de Washington, connaissait l'une de ses saisons les plus animées. Le temps clair attirait des centaines de touristes chaque jour. Les sentiers étaient remplis de gens désireux d'admirer les prairies alpines en fleurs et le majestueux sommet enneigé. L'un des sentiers les plus connus et les plus fréquentés du parc, c'est le Skyline Trail, un sentier circulaire qui permet de découvrir en peu de temps toute la puissance et la beauté des environs du Mont Rainier. C'est là qu'a eu lieu l'une des disparitions les plus étranges, lorsqu'un garde forestier de 36 ans, Jason Holt, a disparu sans laisser de traces alors qu'il effectuait une patrouille de routine. Jason était un employé expérimenté du service des parcs nationaux. En 1999, il avait déjà plus de 10 ans d'ancienneté. Il figurait sur la liste des gardes forestiers, connaissant particulièrement bien le secteur ouest du Mont Rainier, où il neige souvent et où l'été est court et trompeur. Ses collègues et amis décrivaient l'adieu Jason comme un homme calme et équilibré, aimant la nature et respectant tous les êtres vivants. Il était marié et père de 2 enfants. Selon ses proches, il ne montrait aucun signe de problèmes émotionnels. Il se réjouissait justement de l'arrivée du mois d'août ensoleillé, lorsque les sentiers sont dégagés et que son travail se résume, en apparence, à expliquer aux touristes comment se promener en toute sécurité dans le parc. Le jour de sa disparition, vers le 12 août 1999, Jason Holt s'est rendu sur le Skyline Trail pour vérifier l'état des planches et des panneaux et s'assurer que la végétation n'était pas piétinée par le flux de massifs de visiteurs. Ce sentier, appelé The Skyline, en raison de ses vues panoramiques, traverse des prairies de fleuries et mène à des points de vue sur les pentes enneigées du Mont Rainier. Le temps était clair, le soleil tapait fort, mais une brise provenant des glaciers apportait une fraîcheur bienvenue dans la partie supérieure du sentier. Les touristes qui empruntaient le sentier ont affirmé avoir vu Jason à plusieurs reprises ce jour-là. Il s'arrêtait, donnait des conseils pour éviter de sortir du sentier et avertissait de la présence éventuelle d'ours. L'un des derniers à l'avoir vu, un couple originaire du Texas, a déclaré avoir aperçu Holt vers 15 heures, marchant tranquillement sur le Skyline Trail, s'arrêtant parfois pour regarder les passants. Mais à un moment donné, ils l'ont vu s'arrêter comme s'il était pensif, puis descendre du sentier vers un groupe de sapins, regardant au fond de la forêt. Le couple a continué son chemin, pensant que le garde forestier avait vu quelque chose d'intéressant. C'est après ce moment que Jason n'a plus été vu par aucun autre randonneur. Tard dans la soirée, lorsque les rangers de la station se rendirent compte qu'il n'était pas revenu, ils activèrent la radio. Mais Holt ne répondit pas. Plusieurs rangers commencèrent immédiatement
à parcourir le Skyline Trail, supposant qu'il avait pu se blesser à la jambe. Peut-être s'était-il cassé la cheville et ne pouvait pas appeler à l'aide. Cependant, vers minuit, puis le lendemain matin, ils ne trouvèrent ni traces ni signes de vie. Les opérations de recherche et de sauvetage commencèrent officiellement à l'aube le lendemain. Plus d'une dizaine d'employés et de bénévoles se divisèrent en groupes et commencèrent à ratisser la zone présumée. La forêt le long du Skyline Trail n'est pas particulièrement dense ni difficile à parcourir, et le temps est resté sec. Quoi qu'il en soit, ils n'ont rien trouvé qui indique la présence de Jason. Un hélicoptère a été appelé en renfort et a survolé les prairies et les forêts environnantes, mais en vain. La situation a encore plus déconcerté les collègues lorsque, au 3e jour des recherches, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun signe indiquant que le garde forestier se soit battu ou soit tombé accidentellement. Le sol n'était pas retourné à cet endroit, et il n'y avait ni sang ni lambeaux de vêtements. Les chiens, auxquels on a fait renifler l'uniforme de Jason, ont suivi la piste jusqu'au Skyline Trail, mais celle-ci s'est interrompue au bord du sentier. L'un des cynologues a remarqué que le chien tournait en rond à plusieurs reprises, comme s'il ne savait pas où aller, et revenait au début du sentier. Après environ 5 jours de recherches intensives, la direction du parc, en coordination avec la police du comté, a reconnu qu'en l'absence de nouveaux indices, les recherches seraient interrompues et seules des mesures passives seraient maintenues. Enquête auprès de la population locale, signalement, présence occasionnelle de volontaires. Les proches de Jason, notamment sa femme et ses 2 enfants, étaient complètement désemparés. Ils ne pouvaient même pas croire qu'il ait pu disparaître ainsi sur l'un des sentiers les plus fréquentés du parc, par temps clair, et au milieu d'un flux assez important de touristes. On pensait que l'affaire allait être officiellement classée sans suite, mais 2 semaines après la disparition, un événement unique s'est produit, fournissant un indice étrange. À la lisière de la forêt, à environ 5 km de l'endroit où le garde forestier avait été vu pour la dernière fois, une meute de chiens a découvert un tas d'objets. La veste de Jason, une gourde, un carnet agenda et une radio. Tous ces objets gisaient au pied d'un vieil arbre. Ils étaient fortement déchirés et le tissu présentait des taches qui ont d'abord été prises pour du sang. L'expertise a ensuite confirmé que ce sang n'était pas humain, mais animal. Il n'a pas été précisé de quel animal il s'agissait. Cela n'a pas été révélé dans le rapport public, peut-être parce que les données étaient insuffisantes. Les autorités ont simplement déclaré « Il s'agit de sang animal, non humain, d'origine indéterminée ». Cette découverte n'a fait qu'ajouter au mystère. Si Holt avait été attaqué par un animal sauvage, il y aurait très probablement eu des traces de sang et d'humain. Mais l'analyse a montré le contraire. D'un autre côté, pourquoi aurait-il enlevé et laissé sa veste, sa gourde et sa radio? Personne ne comprenait non plus comment il avait pu parcourir 5 km sur un terrain accidenté et déposer ses affaires avec autant de soin, comme si quelqu'un les avait placées là. Peut-être était-ce Jason lui-même ou quelqu'un d'autre. L'équipe cynophile a de nouveau fouillé les lieux, mais sans résultat. Au final, malgré les efforts acharnés pour élucider cet événement, on se retrouva face à une disparition classique, sans aucune trace de lutte, par une journée claire, dans un endroit assez fréquenté. Mes collègues, comme tous ceux qui connaissent l'histoire, discutent encore de ce qui a pu se passer. A-t-il perdu connaissance? Mais alors, son corps aurait été retrouvé. Un enlèvement? Rien ne l'indique. Personne n'a entendu de cris, et les touristes présents ce jour-là n'ont remarqué aucun individu suspect. Une attaque par un gros animal, comme un puma ou un ours noir, mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de traces humaines? Une hypothèse extrême est qu'il aurait découvert un phénomène dans la forêt et, fasciné, serait parti de son propre chef vers une destination inconnue. Cependant,
l'état des affaires laissé sur place contredit l'hypothèse d'un simple départ. En mai 2025, dans le parc Tyler, en Pennsylvanie, un incident a intrigué les collègues et les services de recherche et de sauvetage. Aleph Campbell, un garde forestier de 38 ans, a disparu lors d'une sortie en kayak sur la rivière Neshaminy Creek. Ce cours d'eau, qui traverse le parc, n'était généralement pas considéré comme dangereux, mais les crues de printanières de ces dernières années ont entraîné une augmentation significative de la vitesse du courant et du niveau de l'eau. Selon ses collègues, Campbell connaissait bien la rivière, car il en avait patrouillé les environs à plusieurs reprises. Selon les documents internes du parc et plusieurs rapports, le garde forestier Campbell est parti en patrouille, seul en kayak, dans la matinée du 14 mai 2025, afin de vérifier les zones côtières de Neshaminy Creek. C'est en effet là que les touristes aiment faire du kayak, et en raison d'un niveau d'eau supérieur à la moyenne, il y a parfois des problèmes de déchets sur les berges et d'éboulements. Campbell avait prévu de revenir vers midi, mais il n'a pas donné signe de vie et ne s'est pas présenté au point de contrôle. L'alerte a été donnée par un autre garde forestier qui, quelques heures de plus tard, a été informé par des touristes qu'ils avaient aperçu un kayak chaviré à environ 2 km en amont. Plus précisément, les gens ont mentionné avoir vu un kayak jaune vif ressemblant à un bateau de service du parc. Ils n'ont pas vu de personne à proximité, mais il semblait qu'il pouvait se trouver sous le bateau. Peu après, l'alerte a été donnée et une équipe de sauveteurs s'est rendue sur place. Ils ont retrouvé le même bateau qui flottait près du rivage, pas complètement retourné, mais plutôt renversé sur le côté, la proue enfoncée dans une partie sablonneuse du lit de la rivière. Il a fallu couper le moteur à la main, car il tournait toujours au ralenti en émettant un grondement sourd. Un examen plus approfondi a révélé que tous les effets personnels d'Aleph Campbell, gilet de sauvetage, sac à dos, radio, petite réserve de nourriture et d'eau, étaient restés dans le kayak où gisait Rhodes soigneusement à côté, comme si personne n'y avait touché. Il n'y avait aucun signe indiquant que le garde forestier avait tenté de sortir de sous le bateau ou qu'il avait été emporté par le courant. Il n'y avait aucune trace de sang ni de déchirure. On aurait pu s'attendre à trouver au moins des traces de lutte dans l'eau sur le bateau ou à proximité, mais tout semblait très propre. Le moteur continuait de tourner, ce qui signifie que personne n'avait coupé le kayak. Les opérations de recherche et de sauvetage ont commencé immédiatement. Les bateaux du parc ont été mis à l'eau, des embarcations ont été déployées en aval de la rivière et plusieurs drones ont été amenés pour effectuer une reconnaissance aérienne. Cependant, dès les premières heures, les sauveteurs se sont heurtés à une contradiction. Avec le courant rapide de Neshaminy Creek, il aurait fallu rechercher des traces de sédimentation ou des fragments d'équipement, mais rien de tel n'a été trouvé. L'eau était sale et bouillonnante, mais généralement, lorsqu'une personne se noie ou est emportée en aval, des vêtements ou des chaussures peuvent remonter à la surface. Cependant, à part ceux qui se trouvaient dits dans le kayak, aucun objet n'a été retrouvé. La zone de recherche s'est élargie. Nous avons descendu une dizaine de kilomètres en inspectant attentivement les berges et chaque amas de bois flottait. Le principal problème restait la hydrologie complexe de Neshaminy Creek. Le cours d'eau serpente et se divise en bras dans lesquels des objets peuvent parfois rester coincés, mais aucune trace humaine n'a été trouvée. À 2 reprises, des chiens dressés pour la recherche ont repéré une odeur dans la zone où le bateau avait été découvert, mais après 1 minute, ils ont perdu leur piste. Dès le début, des questions se sont posées. Comment un garde forestier qui connaissait bien cette rivière a-t-il pu perdre le contrôle de son bateau par une journée claire?
même si l'on mentionne que le temps était assez chaud ce jour-là, qu'il ne devait pas pleuvoir, mais que le courant, hérité des crues de printanière, restait fort. Pourquoi le moteur a-t-il continué à fonctionner alors que le bateau était renversé? Et comment tous ces effets personnels ont-ils pu rester intacts? En général, si une personne tombe par-dessus bord, elle s'agrippe à quelque chose, endommage le pont ou éparpille ses affaires. L'enquête a été menée de manière intensive et, pendant une semaine, toute la rivière dans la région du parc Tyler et les zones environnantes ont été fouillées de fond en comble. De plus, des drones équipés de caméras thermiques ont survolé la plaine à plusieurs reprises dans l'espoir de repérer un homme qui aurait pu rejoindre la rive en état de choc. En vain. Les gens ont appelé Aleph Campbell à grands cris, mais seul le silence leur répondait. Ses proches étaient désespérés, car Aleph n'était ni dépressif, ni n'avait de raison de disparaître volontairement. De plus, ses collègues le décrivaient comme l'un des employés les plus prudents et les mieux formés qui parcouraient les rivières et les marais locaux depuis des décennies, et ce, à différentes périodes de l'année. Au cours de la deuxième semaine de recherche, seules quelques découvertes indirectes ont été faites. Dans les buissons côtiers, quelqu'un a vu un tas de végétation marécageuse, mais après vérification, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de vêtements humains. Il n'y avait pas non plus de traces d'attaque animale. Il n'y a pas d'alligator dans cette région. On ne rencontre généralement pas d'ours sur cette rivière, et les traces d'une attaque auraient très probablement été visibles. Au final, tout le monde s'est retrouvé dans une impasse. À la fin du mois, l'opération a été officiellement suspendue, avec la mention « portée disparue, présumée noyée ». Cependant, aucun indice indirect n'indiquait que le corps avait dérivé au large. Généralement, on trouve toujours quelques indices. De plus, il semble inhabituel que le lieu de l'incident ait semblé, selon plusieurs sauveteurs, trop propre. Le kayak se trouvait sur un petit banc de sable, mais il n'était renversé qu'à moitié. Le moteur continuait de tourner et aucun câble n'était dérompu. Tout cela donnait l'impression que quelqu'un avait mis le bateau à l'eau, démarré le moteur et disparu. Mais pourquoi faire cela? Finalement, la police du comté, en collaboration avec le parc, a conclu. Aucune trace de violence n'a été trouvée. L'accident n'a pas été confirmé. Les causes n'ont pas été élucidées. Les collègues d'Aleph Campbell, se souvenant de cet épisode, citent ce que l'on pourrait appeler un cas classique de disparition inexpliquée. Un homme qui connaît parfaitement les lieux disparaît dans un endroit improbable, et les conséquences ne semblent pas correspondre à une tragédie aquatique. En septembre 1993, dans le parc national de Sequoia, un garde forestier du nom d'Andrew Holland, alors âgé de 42 ans, a disparu. Cet employé travaillait dans le parc depuis de nombreuses années et connaissait bien la région, les particularités du relief et les conditions météorologiques. Selon ses collègues, il avait la réputation d'être une personne qui s'acquittait rigoureusement de ses fonctions de protection des espaces naturels et se rendait régulièrement dans des régions éloignées pour vérifier les sentiers, l'état de la végétation et les éventuelles infractions. Le jour de sa disparition, Holland était de service en raison d'une tempête prévue. Selon les instructions internes, en cas de conditions météorologiques défavorables, les gardes forestiers sont tenus de patrouiller les zones les plus éloignées afin d'apporter leur aide aux touristes en cas d'imprévu ou de prévenir les conséquences dangereuses des éléments déchaînés. Cette nuit-là, des vents violents ont soufflé dans la partie montagneuse du parc, accompagnés de pluies brèves mais intenses et d'éclairs intermittents. Le lendemain, un employé du parc a remarqué une voiture garée sur le bord d'une route intérieure. La voiture appartenait à Andrew Holland. Le moteur tournait, les phares
et les feux de position étaient allumés, les portes étaient verrouillées. La voiture se trouvait sur une partie de la route en bon état, sans signe apparent d'accident, et la carrosserie et les pneus n'étaient pas endommagés. Lorsque les secouristes ont ouvert l'habitacle, il avait fallu casser la serrure pour vérifier l'état du conducteur, ils ont découvert que le siège du conducteur était vide et que la radio, une radio portable, était posée sans signe d'utilisation, mais que l'émetteur radio était allumé sur le tableau de bord. Le moteur continuait de tourner au ralenti. Sur le siège avant se trouvait une carte du parc Sequoia, sur laquelle une ligne avait été tracée au stylo le long de la route officielle, puis une autre ligne indiquant un chemin inconnu des autres employés. Cette zone n'était pas officiellement indiquée sur les plans du parc, ce qui a intrigué les collègues de Holland. Ils ont supposé qu'il avait pu découvrir ce sentier grâce à des habitants ou lors d'une précédente patrouille, et qu'il avait décidé d'aller vérifier son état. Immédiatement après la découverte du véhicule abandonné, plusieurs groupes d'hommes de bénévoles et de rangers se sont lancés à sa recherche. Il a été décidé d'inspecter les environs, y compris la zone présumée indiquée sur la carte. Au cours des heures qui ont suivi, les participants à la recherche, qui avaient des compétences en navigation et en utilisation d'instruments, ont suivi l'itinéraire. Ils ont franchi une petite crête, exploré des clairières et des plans d'eau, mais sans résultat. Aucune trace visuelle indiquant que Holland était sorti près de la voiture. Par exemple, des empreintes de pas caractéristiques sur le sol humide n'a été trouvée. Les traces de pneus sur la route indiquaient que le véhicule s'était arrêté brusquement, sans freinage d'urgence. Au cours des 2 jours suivants, les efforts des équipes de recherche et de sauvetage se sont concentrés sur les pentes les plus proches et la vallée où Holland aurait pu se diriger en théorie. Il n'y avait aucun signe de lutte, d'attaque humaine ou animale. Aucun objet épars ni aucune trace de sang n'ont été trouvés. Le seul élément lié à la météo était le fait qu'il avait plu et qu'il y avait eu du vent pendant la nuit, ce qui rendait l'inspection des lieux difficile et pouvait avoir effacé d'éventuelles traces. De plus, le relief vallonné de la forêt de Sequoia, recouverte d'une forêt mixte, comporte de nombreux ravins et gorges pouvant cacher une personne dans des conditions défavorables. Les zones environnantes ont été balayées à l'aide d'un hélicoptère, mais les observations n'ont rien donné. Les proches de Holland ont pris l'initiative de coordonner les volontaires qui ont ratissé la forêt sur plusieurs kilomètres. Certains d'entre eux ont déclaré avoir ressenti un silence inexplicable lors d'une patrouille, mais il s'agissait peut-être d'une perception personnelle due au stress psychologique. Le rapport officiel présenté par les services forestiers et la police du comté a conclu. Andrew Holland, employé du parc, a disparu dans l'exercice de ses fonctions par mauvais temps. La voiture appartenant au disparu a été retrouvée en état de marche sur la route, sans trace d'accident. Ses effets personnels, documents, radio, ont été laissés dans la voiture en désordre. Le plus probable est qu'il soit sorti de la voiture de son propre chef pour une raison inconnue, après quoi les circonstances restantes restent inexpliquées. Les circonstances qui ont conduit à cette sortie donnent lieu à de nombreuses hypothèses. Certains collègues supposent que Holland aurait aperçu une lumière ou des feux dans la forêt et aurait décidé d'aller voir. Il s'agit d'une hypothèse, car le pilote lui-même a signalé peu avant de couper la communication qu'il voyait quelque chose sur la route, mais cela n'a pas été officiellement confirmé. D'autres supposent qu'il cherchait des touristes perdus. Cependant, ces informations ne sont pas confirmées, car aucun signal de détresse n'a été reçu cette nuit-là. Lors de l'inspection, le véhicule était en bon état. Il restait suffisamment de carburant dans le réservoir pour qu'il puisse fonctionner encore longtemps, et le moteur n'était pas en surchauffe. On peut se demander pourquoi Holland n'a pas éteint ses phares, car généralement, même lorsqu'il s'absente quelques minutes,
Les rangers essaient d'économiser la batterie. Cela donne l'impression d'un arrêt brusque ou précipité. Cet incident a été enregistré comme « disparition d'un employé du service forestier ». Les traces et les indices se limitent à la découverte du véhicule et d'une carte avec un itinéraire inconnu tracé au stylo à billes. Les recherches se sont poursuivies pendant environ une semaine, puis sont passées à une phase de surveillance périodique. Le corps ou les effets personnels de Holland n'ont jamais été retrouvés et aucun témoin de l'incident n'a été identifié. Ses proches estimaient qu'il n'était pas suicidaire et qu'il n'avait pas eu de conflit récemment. Le parc de Sequoia lui-même n'avait enregistré aucun cas d'attaque d'animaux sauvages sur des gardes forestiers ces dernières années. Néanmoins, la possibilité qu'il ait été attaqué par un ours ou un puma n'est pas exclue, mais dans ce cas, il y aurait généralement des traces évidentes de lutte. Tout cela a conduit à classer cet incident comme disparition inexpliquée, lorsqu'un garde forestier expérimenté a quitté son véhicule pour une raison inconnue au milieu d'une nuit de tempête et n'est donc jamais revenu. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Écrivez dans les commentaires quelle histoire vous a le plus surpris. Aimez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'autres cas encore plus mystérieux et inexplicables vous attendent. À bientôt. Un vélo abandonné avec des flèches éparpillées, la disparition sans trace d'un homme sous les yeux de son frère, et un enfant disparu en quelques minutes, ne laissant que sa casquette sur une chaise. Que s'est-il réellement passé dans ces parcs nationaux américains? Aimez, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à découvrir les 3 histoires de disparitions les plus mystérieuses qui continuent de hanter les chercheurs et les gardes forestiers. Au printemps 2017, le parc national olympique, dans l'État de Washington, a été le théâtre d'un événement mystérieux qui a suscité un vif intérêt dans l'opinion publique. Un jeune touriste, Jacob Gray, 22 ans, originaire de Santa Cruz, Californie, a disparu sans laisser de traces lors d'un voyage à vélo en solitaire. Les conséquences de cet incident sont restées longtemps un mystère insoluble, tant pour la famille de Jacob que pour les autorités locales. Jacob était bien préparé pour les longues randonnées. Depuis son adolescence, il était passionné de cyclisme, de tourisme et de camping. Selon les souvenirs de ses proches, il était physiquement endurant, psychologiquement stable et manifestait un grand intérêt pour la nature sauvage, aspirant à une union totale avec elle. Début avril 2017, Jacob a décidé de faire un long voyage à travers le parc national olympique. Son itinéraire empruntait des routes peu fréquentées et des sentiers forestiers, longeant des rivières et des collines où les touristes sont rares. Le 5 avril, Jacob est arrivé dans la petite ville de Port Townsend, où il a fait ses dernières courses, fait le plein de provisions et vérifié son itinéraire. Le lendemain, le 6 avril, John Bowie, garde forestier du parc national olympique, a découvert lors d'une patrouille de routine un vélo avec une petite remorque de camping près de la route Solduck Hot Springs Road. Tout semblait indiquer que le voyageur s'était arrêté pour faire une courte pause. Le vélo était soigneusement garé, la remorque était bien à l'horizontale, et à côté se trouvait un arc et plusieurs flèches, posées par terre comme s'ils avaient été retirés à la hâte. À l'intérieur de la remorque se trouvait du matériel de camping, une tente, un sac de couchage, une réserve suffisante de nourriture et d'eau, des documents et des effets personnels de Jacob. Cependant, aucune note expliquant sa disparition n'a été trouvée. L'endroit ne présentait aucun signe de lutte ni de présence d'autres personnes. Dans les premières heures qui ont suivi la découverte du vélo,
Les rangers ont supposé que Jacob avait pu s'éloigner temporairement vers la rivière Solduck pour chercher de l'eau ou pour une autre raison, mais qu'il n'était pas revenu pour une raison quelconque. À cette période de l'année, la rivière était tumultueuse et froide, ce qui a donné lieu à une première hypothèse selon laquelle il aurait pu tomber à l'eau et se noyer. Cependant, une inspection minutieuse des berges et du lit de la rivière n'a révélé aucune trace, aucun effet personnel, aucun vêtement, aucun signe de chute ou de tragédie n'a été trouvé. Au bout d'une journée, les gardes forestiers ont lancé une opération de recherche à grande échelle avec des équipes de terrestres, des cynophiles accompagnés de chiens de recherche, ainsi que des hélicoptères et des groupes de recherche spéciaux. Pendant plusieurs semaines, toutes les zones environnantes ont été fouillées. Les forêts, les ravins et les berges des cours d'eau ont été passés au peigne fin, mais aucune trace ni aucun indice n'ont été trouvés. Les questions ne faisaient que s'intensifier. Pourquoi Jacob avait-il laissé sa remorque avec tout son équipement et ses provisions pour partir à pied dans une direction inconnue? L'enquête s'enlisait peu à peu. La famille de Jacob, en particulier son père, Randy Gray, participait activement aux recherches, distribuant des tracts, organisant des groupes de bénévoles et sollicitant sans cesse l'aide des habitants locaux. Malgré cela, les recherches restaient vaines. Seules des rumeurs et des témoignages non confirmés, sans fondement réel, ont circulé. Plus d'un an après sa disparition, en août 2018, un groupe de bénévoles a découvert des restes humains et des effets personnels dans une région montagneuse difficile d'accès près du lac Eau, à environ 25 km de l'endroit où Jacob avait laissé son vélo. Cette zone était isolée, pratiquement impraticable, sans équipement spécial et sans formation. L'expertise menée par les autorités a confirmé que les restes retrouvés appartenaient à Jacob Gray. Cette découverte a soulevé encore plus de questions et d'incertitudes. Comment et pourquoi Jacob s'est-il retrouvé si loin de son point de départ? Pourquoi s'est-il rendu dans une région montagneuse, aussi difficile, sans les provisions et les vêtements nécessaires, laissant tout cela près de son vélo? Aucune trace de lutte ou de violence n'a été trouvée sur le lieu de la découverte des restes. Les enquêteurs ont estimé que la cause la plus probable du décès était l'hypothermie, un traumatisme ou l'épuisement. Mais la mauvaise conservation des restes et le temps écoulé depuis le décès n'ont pas permis d'établir la cause exacte. Parmi les hypothèses avancées dans les médias et par la population locale, certaines étaient tout à fait inhabituelles, notamment des théories sur des cryptides tels que le Sasquatch, Bigfoot. Les légendes sur une mystérieuse créature humanoïde sont répandues dans le nord-ouest des États-Unis, et certains amateurs de mysticisme ont associé les détails étranges de la disparition, par exemple les flèches éparpillées et l'arc abandonné, à un tel contact. Bien sûr, les forces de l'ordre n'avaient aucune preuve à l'appui de ces affirmations, et les enquêteurs officiels n'ont pas pris ces hypothèses au sérieux. Mais de telles discussions revenaient régulièrement dans les débats sur cette affaire mystérieuse. Le père de Jacob, Randy Gray, tente toujours de trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Il pense que son fils a soit surestimé ses forces en partant dans les montagnes sans le matériel nécessaire, soit tenté de fuir en urgence une menace quelconque en abandonnant tout son équipement. Mais ce qui a pu effrayer Jacob et le pousser à agir de manière aussi illogique reste un mystère. Un petit monument commémoratif a été érigé en mémoire de Jacob Gray dans le parc national olympique. Cette tragédie figure désormais parmi les disparitions les plus mystérieuses, rappelant à quel point la nature sauvage peut être dangereuse et imprévisible, même pour des touristes expérimentés. L'histoire de Jacob est un rappel inquiétant pour de nombreux voyageurs de la nécessité de toujours faire preuve d'une prudence maximale
et de se rappeler que même une brève perte de repère ou un changement soudain des conditions météorologiques peut avoir des conséquences tragiques. Malgré la clôture de l'enquête officielle, les questions restent beaucoup plus nombreuses que les réponses. Que s'est-il exactement passé avec Jacob Gray au cours de ces journées d'avril 2017? Pourquoi a-t-il abandonné ses affaires et s'est-il rendu dans une région montagneuse dangereuse sans raison apparente? La nature a emporté avec elle les réponses à ces questions, ne laissant qu'un triste mystère qui continue de préoccuper les chercheurs, les journalistes et les simples citoyens intéressés par les énigmes non résolues des disparitions. En septembre 1985, le parc national de Yellowstone se préparait à l'accalmie de l'intersaison. L'afflux estival de touristes s'était calmé et les premières nuits fraîches rappelaient l'approche de l'automne. C'est pendant cette période calme que deux frères, Jonathan Hill, 34 ans, et son cadet Marcus, 30 ans, ont décidé de faire une randonnée d'une journée sur la Gold Granite Ridge, un sentier relativement peu fréquenté qui mène du canyon de Mammoth Creek à travers des pentes rocheuses jusqu'au plateau ouest du parc. Jonathan, géologue de formation, voyageait souvent avec un sac à dos rempli de cartes topographiques, d'une boussole et de matériel photographique. Marcus, journaliste pour un journal local, était tout aussi bien préparé. Il avait emporté une tente, des vêtements chauds et des provisions pour deux. Tous deux étaient passionnés par la nature sauvage et refusaient tout confort, préférant le confort d'une tente et d'un feu de camp au bruit de la ville. Leur itinéraire était prévu pour 18 à 20 km en une seule fois, avec l'intention de ne camper que si nécessaire. À 8 heures du matin, le 14 septembre, les frères ont quitté la petite ville de Mammoth Hot Springs pour se rendre au sentier abandonné de Mammoth Creek, laissant leur voiture sur un terrain envahi par la végétation. Les 4 premiers kilomètres du sentier traversaient une forêt ombragée, serpentant le long d'un ruisseau. Le feuillage des sapins, des cèdres et des rares fleurs alpines était un régal pour les yeux. Cette année-là, l'automne était arrivé tôt et, à la fin du trajet, ils espéraient voir les couronnes dorées des bouleaux et des érables. À 11h30, ils atteignirent dans le pied de Giron rocheux, où le sentier montait abruptement vers la droite, le long de corniches granitiques éboulées. Sur une petite aire entourée de sapins abattus, les frères firent une pause. Jonathan détacha les sangles de son sac à dos. Le poids des objectifs et du trépied lui pesait sur les épaules. Il s'accroupit, posa son sac à dos et commença à ajuster les sangles. Marcus s'occupa de préparer le repas. Il ouvrit une boîte de thon et sortit du pain. Lorsqu'il releva la tête une minute plus tard, son frère avait disparu. Marcus se leva et regarda autour de lui. Pas le moindre bruissement de branches, pas l'ombre d'un homme, pas le moindre mouvement parmi les arbres. Devant lui se trouvait le sac à dos de Jonathan, posé soigneusement sur le sol, comme si celui-ci s'était simplement levé pour s'éloigner un instant. Seul le sac à dos et les pommes de pin, éparpillées à l'endroit où Jonathan était assis, restaient sur place. Marcus cria plusieurs fois le nom de son frère, puis se mit à courir dans les deux sens sur le sentier, jetant des coups d'œil dans les buissons. La zone était doucement éclairée par le soleil de midi. Pas une goutte de pluie, pas un bruit d'eau à proximité ne venait troubler le silence, à part le bruit sourd du vent dans les cimes des arbres. Aucune trace de lutte, aucun morceau de tissu, aucun objet éparpillé. À midi, Marcus arriva au trailhead et rapporta l'incident aux rangers du parc. Le même jour, 2 groupes de rangers et de bénévoles commencèrent à fouiller les environs, des gorges inférieures aux pentes rocheuses. Les chiens, dressés pour rechercher des personnes, ont repéré une faible odeur provenant du sac à dos,
et ont suivi la piste vers le haut. Mais une fois arrivés à la crête rocheuse, ils ont perdu la trace. Les sauveteurs ont fouillé tout le versant, inspectant chaque rebord, mais à la tombée de la nuit, ils n'avaient jamais trouvé aucune trace du disparu. Le deuxième jour, un hélicoptère a été mobilisé pour les recherches. L'équipage a inspecté le plateau depuis les airs. La visibilité était de 3 km, mais la surface plane semblait recouverte d'un tapis homogène d'aiguilles de pin. Ni sac à dos, ni silhouette humaine. Avec l'abaissement des nuages, les vols ont été annulés et les équipes terrestres ont continué à parcourir les forêts. Le troisième jour, les recherches ont couvert un rayon de 3 km autour du lieu de la disparition. Ils ont parcouru chaque ravin, chaque ruisseau, chaque corniche en surplomb. La température nocturne descendait jusqu'à +3 degrés G, mais les sauveteurs travaillaient en tenue de combat, alors que Jonathan était peut-être trop légèrement vêtu. Aucun signe de feu, de campement de fortune, de nourriture éparpillée ou de notes n'a été découvert. Un peu plus d'une semaine s'est écoulée. Les jours froids sont arrivés, ainsi que les premières gelées. Les recherches sont progressivement passées en mode reconnaissance et surveillance. Les sauveteurs ont remarqué que, pour une raison inconnue, il n'y avait jamais eu de tente ni de traces de touristes dans les parties les plus élevées de la crête, alors qu'en été, des alpinistes s'y rendaient parfois pour atteindre les cirques de glaciaires. Et le 14e jour, alors que la plupart des équipes s'apprêtaient à mettre fin aux recherches actives en raison du risque d'engelure et de chute de neige, l'un des groupes d'intervention s'est dirigé vers les corniches de la face est. Les membres du groupe, des alpinistes expérimentés, ont grimpé à l'aide de cordes jusqu'à une petite corniche au bord d'une falaise d'environ 160 mètres de haut. Et là, sur une dalle de granit lisse, ils ont trouvé la gourde de Jonathan. La gourde était posée au bord du plateau, mais il n'y avait aucune trace de saleté, de sang ou de dommages. Tout autour, il n'y avait que de la poussière de granit séché et quelques aiguilles de sapin desséchées. Les sauveteurs étaient rats et perplexes. Comment Jonathan avait-il pu arriver là sans équipement d'escalade et laisser sa gourde près d'un sapin tombé sur le sentier? En remontant, les sauveteurs n'ont vu aucune trace de chaussures. La surface granitique était impeccablement propre, à peine brûlée par la première neige. Pas d'empreintes de semelles, pas de fragments de pierre où quelqu'un aurait pu s'assurer. La seule chose qu'ils ont constatée, de fines éraflures ressemblant à celles laissées par un mousqueton frotté contre une corde. Les enquêteurs ont avancé plusieurs hypothèses. Accident, Jonathan aurait glissé du sentier, heurté la roche et perdu connaissance. Ses affaires ont ensuite été emportées jusqu'au bord de la falaise. Mais lui n'était plus là. Cependant, son corps aurait été retrouvé et son sac à dos aurait forcément porté des traces de blessures et de sang. Une autre version, les animaux. On a envisagé qu'un ours ait pu s'en prendre à lui et emporter ses affaires. Mais les grands prédateurs emportent rarement leur proie en hauteur et des traces de pattes auraient été laissées sur le rocher. Son frère a également été interrogé de manière approfondie. Il cachait peut-être quelque chose, mais l'hypothèse d'un enlèvement par son propre frère et d'autres touristes semblait peu probable et sans aucune preuve. Cette version anormale était plausible à tous égards. L'homme avait disparu. Il ne restait que son sac à dos et sa gourde, qui se trouvaient à un endroit où il ne pouvait physiquement pas accéder. Mais officiellement, aucune hypothèse paranormale n'a été retenue. Le rapport du service des parcs nationaux indique, après 14 jours de recherches ininterrompues, la personne portée disparue est toujours introuvable. Le seul effet personnel retrouvé, le sac à dos de Jonathan Hill et sa gourde, a été découvert sur une corniche alpine, inaccessible sans équipement spécialisé. L'enquête n'a révélé aucun signe de crime ou d'accident ou de conséquences habituelles.
Le corps et les autres indices sont manquants. L'affaire est classée. La famille de Jonathan se rendait régulièrement à Yellowstone, où elle déposait des fleurs, au départ du sentier Granite Crest et au pied de la falaise. Marcus, journaliste de profession, a publié un article sur cet événement, dans lequel il note que, parfois, les montagnes ne nous rendent qu'une partie de ceux qui nous ont quittés, leurs affaires, sans eux. Les opinions des chercheurs sur les disparitions inexpliquées divergent, mais chaque fois qu'ils évoquent Cecil, l'histoire de Jonathan Hill, ils soulignent: lorsque des objets se retrouvent dans des endroits inaccessibles et qu'une personne disparaît sans laisser de traces, la nature préfère garder ses secrets. En juillet 1999, le parc national de Shenandoah, en Virginie, était bondé de touristes cherchant à s'évader de l'agitation urbaine. Une clairière populaire près d'un ruisseau, entourée de chênes et de pins centenaires, invitait à pique-niquer et à se promener tranquillement. C'est précisément dans cette clairière que la famille Thompson s'est installée. Le père Michael, 35 ans, la mère, Lisa, 33 ans, et leur fils Jacob, âgé de 8 ans. Selon le couple, le temps était idéal. Un ciel dégagé, une légère brise et une température d'environ 27 degrés. Vers 12h30, la famille s'est installée pour pique-niquer sur des chaises pliantes et une table apportée dans le coffre de la voiture. Lisa a préparé des sandwichs et Michael a allumé un mini barbecue pour faire griller des saucisses. Jacob a exploré les environs. Il a ramassé des pommes de pin, jeté des cailloux dans un ruisseau peu profond et joué dans la ville avec des bâtons et des feuilles. À 13h15, ils ont convenu que le père et la mère iraient bientôt se promener sur le sentier menant au cœur de la forêt, tandis que Jacob resterait sous la surveillance des voisins touristes, assis à l'autre bout de la clairière. Les parents prévoyaient de revenir dans 20 minutes pour manger la pastèque ensemble et continuer la journée. Vers 13h40, lorsque Michael et Lisa sont revenus, s'attendant à voir leur fils, ils n'ont trouvé qu'une clairière vide. En rangeant la table et les chaises, ils ont remarqué une casquette de baseball solitaire avec l'inscription « Go Blue » soigneusement posée sur l'une des chaises où le garçon était assis quelques instants auparavant. Aucun autre signe, pas de jouets, pas de traces de désordre, pas de bouteilles ouvertes. Lisa a été prise de panique et a immédiatement crié « Jacob !» Mais l'écho de leur voix s'est perdu dans le bruit de la forêt. Michael se précipita vers le bord de la clairière, où il pouvait apercevoir un ruisseau à travers les buissons et les arbres bas. Le garçon avait peut-être glissé ou avait été effrayé par quelque chose, mais il n'y avait aucune trace de lui. Les parents appelèrent alors à l'aide les touristes voisins qui, reconnaissant la casquette, se joignirent aux recherches. Le couple de touristes crut apercevoir une petite silhouette s'éloignant vers la forêt, mais ils n'en étaient pas sûrs. Peut-être avait-il rêvé. Les gardes forestiers arrivèrent peu sur place une demi-heure après l'appel. Ils organisèrent ces recherches dans le périmètre. 3 groupes fouillèrent dans la forêt à tâtons, appelant le garçon par son nom. Vers le soir, des renforts ont été appelés. Des chiens policiers et des bénévoles du district voisin se sont également précipités pour aider. Pendant 4 jours, les groupes ont parcouru un rayon d'1 kilomètre autour de la clairière. Les plongeurs du service de secours ont inspecté les escaliers et les pentes abruptes près du ruisseau, mais sans résultat. À la fin du 5e jour, de fortes pluies ont commencé à tomber. Les averses torrentielles ont accumulé l'eau dans les montagnes et le sol de la forêt s'est transformé en une pelouse molle, faite de boue et de feuilles mortes. Des branches tombaient, les ruisseaux gonflaient et on entendait le bruit des torrents. La nuit pluvieuse a renforcé la peur de tous ceux qui recherchaient Jacob.
Mais même dans ces mauvaises conditions météorologiques, les rangers ont continué à fouiller la forêt. Les chiens perdaient sa trace dans la boue et les traces étaient effacées par les torrents d'eau. Au 7e jour des recherches, lorsque la pluie s'est calmée, l'un des groupes d'Onjarom de Rangers a découvert sur le sentier, à environ 3 km de la clairière où avait eu lieu le pique-nique, la chemise du garçon coincée dans une branche d'un chêne bas. C'était un t-shirt avec un motif de dinosaure coloré que Jacob aimait porter. À côté, il y avait des morceaux de boue et des traces, peut-être de chaussures, mais rien qui indiquait clairement que le garçon était passé par là. Les manches raccourcies du t-shirt étaient légèrement déchirées et le tissu présentait des taches qui, après analyse en laboratoire, se sont avérées être un mélange d'eau de pluie et de terre humide, mais pas de sang. En trouvant la chemise, les chercheurs ont eu un bref espoir. Peut-être que Jacob se dirigeait vers le ruisseau, s'était égaré, avait enlevé sa chemise sale et avait continué à marcher. Cependant, la même journée a prouvé qu'il n'y avait aucune trace de lui plus loin sur le chemin, ni trace de chaussures, ni objet tombé. La forêt était assez dégagée à cet endroit, un petit sentier peu fréquenté par les touristes, mais si quelqu'un s'y promène, il laisse au moins des empreintes de chaussures. Comme la pluie avait cessé, les traces auraient dû être conservées, mais aucune paire de semelles n'a été trouvée. À la demande de la famille, des cynophiles, accompagnés de chiens plus sensibles, sont arrivés dans le parc. Ils ont tout fouillé, mais si le garçon était encore en vie, ils l'auraient donc sans doute repéré. D'autant plus que ses vêtements étaient assez voyants. Les proches de Jacob, arrivés de chez eux, ont laissé leurs coordonnées aux gardes forestiers et ont demandé que la forêt soit fouillée, mais les jours passaient et le garçon n'était toujours pas retrouvé. 10 jours après sa disparition, le parc a officiellement annoncé la suspension des recherches actives. Les efforts devaient même se limiter à des patrouilles à pied périodiques. La forêt était trop grande, les possibilités limitées. 2 semaines plus tard, la femme et le mari de Thompson se sont précipités chez eux, désespérés d'avoir perdu leur fils, et le parc a laissé sur la clairière, en souvenir, une casquette de baseball posée sur une chaise pliante et a marqué l'endroit d'une pancarte. « Un garçon a disparu ici. Aidez-nous si vous voyez quelque chose. » Les bénévoles sont revenus de temps en temps, mais sans résultat. Dans les documents officiels, l'affaire a été classée comme « disparition d'un mineur dans des circonstances inexpliquées ». Aucun signe de déplacement du corps ou d'acte de violence n'a été constaté. La pluie a peut-être effacé une partie des indices, mais la chemise et la casquette trouvées sur le sentier sont les seules preuves que le garçon était bien dans cette forêt. À ce jour, les employés du parc de Shenandoah racontent « La forêt est un endroit étonnant. Elle apporte la tranquillité, mais cache parfois des secrets qui semblent inaccessibles à l'esprit. » La disparition de Jacob Thompson en 1999 est souvent mentionnée parmi d'autres mystères de disparition mystique, où des personnes disparaissent sans laisser de traces sur des sentiers battus et pourtant très fréquentés. Et bien que personne ne trouve d'explication logique, la casquette et la chemise sur la branche, alourdies par l'eau de pluie, rappellent à quel point l'équilibre entre une randonnée en toute sécurité et le danger caché dans les profondeurs de la forêt est fragile. Ces histoires nous rappellent à quel point la nature peut être imprévisible et à quel point il est facile de se retrouver seul face à l'inconnu. Prenez soin de vous, soyez attentifs et n'oubliez pas, les secrets des lieux sauvages sont loin d'être tous révélés. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces disparitions mystérieuses. À bientôt dans les prochaines vidéos. La disparition de personnes, leur retour inexplicable
après quelques jadis, quelques jours ou quelques heures, sans laisser de traces, de blessures ou de souvenirs, laisse penser qu'il s'agit de quelque chose de plus grave qu'une simple perte d'orientation. Adam Mason disparut sur un sentier dans les Great Smoky Mountains, Jason Wells disparu en 1 seconde à Yosemite, et John Bale qui s'est volatilisé sur les falaises de Zion. Leurs cas ont en commun un silence étrange, des ruptures dans le temps et le sentiment d'être passé de l'autre côté de la réalité. Et si ces coins sauvages cachaient non pas de simples anomalies naturelles, mais des portails temporels ou des failles spatiales qui emmènent les gens là où le temps et l'espace n'existent plus? Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 histoires folles de disparitions dans les parcs nationaux américains qui vont vous faire perdre la tête. Le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee, est connu pour ses forêts denses, ses sentiers escarpés et son climat capricieux. C'est ici, sur un sentier près du mont Lecomte, qu'en septembre 1991, une disparition a eu lieu qui, des décennies plus tard, laisse encore perplexes ceux qui étudient les cas inexpliqués dans la nature sauvage. L'histoire d'Adam Mason, un touriste de 32 ans, est l'une de celles qui ne cadrent pas avec la logique habituelle des opérations de sauvetage. Adam Mason et sa femme Linda sont arrivés à Gatlinburg, une ville située à l'entrée sud du parc, le 10 septembre. C'était leur 3e voyage dans cette région et, cette fois-ci, ils avaient décidé de suivre l'itinéraire populaire de l'Alum Cave Trail, un sentier d'environ 8 km menant au sommet du mont Lecomte. Adam, ingénieur civil à Chicago, était en bonne condition physique, avait l'esprit clair et était prudent. Selon sa femme, il n'était pas enclin à agir de manière impulsive. Le temps était chaud et clair ce jour-là, avec un léger brouillard le matin. La famille y est partie tôt le matin du 11 septembre pour éviter la chaleur de la journée. Ils avaient avec eux des sacs à dos contenant le strict nécessaire, de l'eau, des sandwichs, des imperméables, une carte de l'itinéraire, une boussole et une trousse de premiers secours. Adam avait également des jumelles de poche. Il aimait observer les formations rocheuses et rechercher des structures géologiques intéressantes. Sur le sentier entre Alum Cave Bluffs et l'intersection avec The Eye of the Needle, à environ 3,5 miles du début de l'itinéraire, ils ont fait une courte pause. Linda s'assit sur un rocher pour manger un morceau, tandis qu'Adam, remarquant un affleurement rocheux à proximité, dit qu'il voulait aller voir de plus près. Il ne s'éloigna que de quelques minutes, selon elle, pas plus de 50 à 70 mètres. 5 minutes passèrent, puis 10. Linda commença à appeler son mari, mais il ne répondit pas. Elle a d'abord pensé qu'il avait peut-être suivi le sentier et qu'il s'était perdu de vue. Alors elle alla continuer à monter vers le prochain point de vue. Ne le trouvant pas, elle est revenue à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Mais Adam n'était pas là. Les jumelles étaient posées au pied d'un rocher, soigneusement posées sur le sac à dos. Cela l'a inquiété. Il les emportait toujours avec lui. Linda s'est précipitée vers le parking à l'entrée du sentier et a signalé la disparition de son mari au bureau des gardes forestiers. Les recherches commencèrent le soir même. Les rangers locaux, des membres d'équipes de recherche et de sauvetage bénévoles et des chiens pisteurs se joignirent à l'opération. La zone où Adam avait disparu était relativement restreinte. Une forêt dense, des corniches rocheuses et des pentes abruptes. L'attention s'est principalement portée sur le versant sud du Lecomte et tous les sentiers latéraux. Des cornes de brume, des sifflets et des haut-parleurs ont été utilisés. Les chiens ont suivi une faible trace qui s'est rapidement perdue sur le terrain rocailleux et instable. Les conditions météorologiques se détérioraient. Le 3e jour,
la pluie s'est mise à tomber et le brouillard s'est installé, rendant le travail difficile. Pendant 6 jours, toute la zone présumée de la disparition a été passée au peigne fin. Mais aucun objet, aucune trace de pas ou de vêtements n'a été trouvé. Il n'y avait ni signal, ni mot, ni trace corporelle. Linda était en état de choc, mais elle y insistait sur le fait que son mari ne pouvait pas simplement partir. Il était trop rationnel pour faire une chose pareille. La police a même envisagé la possibilité d'une disparition volontaire, mais n'a trouvé aucune preuve. Ses comptes bancaires n'avaient pas été touchés, il n'avait pas ses papiers sur lui, et rien n'indiquait qu'il avait l'intention de disparaître. Cependant, le 7e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 17 septembre, à 9 heures du matin, un homme vêtu d'une veste sombre et d'un pantalon de randonnée est descendu à l'endroit même où Mason avait disparu. C'était Adam. Il était indemne, ne semblait pas blessé, épuisé ou déshydraté. Les témoins ne l'ont décrit comme pâle et très désorienté. Mason lui-même semblait être dans un état de profonde prostration. Lorsqu'il a été conduit au poste des gardes forestiers, il n'a pas pu expliquer clairement où il avait passé tous ces jours. Ses vêtements étaient en sec, sans trace de dommages. Son sac à dos contenait des emballages alimentaires et une réserve d'eau, comme s'il venait de partir. Lors de son interrogatoire, il a affirmé s'être éloigné de sa femme littéralement quelques minutes, être descendu un peu plus bas vers le rocher, avoir examiné les pierres, puis avoir décidé de revenir. Mais, selon lui, lorsqu'il est là remonté, la clairière où se trouvait Linda était déjà vide. Il lui a semblé qu'elle était partie plus loin et il a décidé de continuer dans sa direction. Après cela, selon ses souvenirs, il a suivi le sentier, mais celui-ci a commencé à disparaître. Les virages ne semblaient seuls plus être les mêmes, les arbres semblaient avoir changé de place et le chemin lui-même ne menait nulle part. Il a commencé à se sentir désorienté et a décidé de s'arrêter pour rassembler ses esprits. À ce moment-là, selon ses dires, un brouillard est apparu sur le sentier, puis la nuit est tombée. Ensuite, selon Adam, tout s'est comme fondu. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Il n'avait pas faim et n'entendait aucun bruit provenant de la forêt. Il se souvenait seulement avoir entendu plusieurs fois des pas derrière lui, mais lorsqu'il s'était retourné, il n'avait vu personne. Lorsqu'on lui a demandé où il était, il a simplement répété « J'étais ici tout ce temps, mais pas ici ». L'examen médical a révélé que Mason n'avait subi aucun dommage physique. Il ne présentait aucun signe d'hypothermie, de malnutrition ou de déshydratation. Ses analyses l'homme était normal. Le psychiatre a décrit son état comme une confusion mentale aiguë avec des signes d'amnésie temporaire et de désorientation. Cependant, après 2 jours de repos, Mason a complètement repris ses esprits et a catégoriquement refusé de parler des détails de ce qui s'était passé. Il n'a dit qu'une seule fois à sa femme « J'ai l'impression d'avoir été là tout ce temps, mais ailleurs ». Après le retour d'Adam Mason de la forêt le 17 septembre, la situation a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. D'un point de vue médical et du bon sens, un homme ne peut pas passer 6 jours dans les montagnes sans nourriture ni eau et ressortir non seulement indemne, mais aussi en parfaite condition physique. Le Service fédéral des parcs a transmis l'affaire à l'unité chargée d'analyser les incidents dans les zones sauvages afin d'exclure toute infraction. Les employés du camp, les gardes forestiers, les bénévoles des équipes de recherche ont été interrogés. Les registres météorologiques ont été vérifiés. Les cartes des itinéraires ont été étudiées et même des phénomènes géologiques rares, tels que des dolines ou des cheminées de lave dans lesquelles un homme aurait pu se retrouver, ont été examinés. Mais rien de tout cela ne correspondait aux circonstances de la disparition. Dès le 3e jour après le retour d'Adam, les premiers articles ont été publiés dans la presse.
de brèves notes dans les journaux locaux sur le retour miraculeux du touriste. Cependant, l'histoire n'a pas été largement médiatisée, car Mason lui-même a refusé de parler aux journalistes et a fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de partager les détails. Sa femme a confirmé qu'il quittait dans le Tennessee et n'avait pas l'intention de poursuivre la discussion sur ce sujet. Néanmoins, un agent des services des parcs nommé Richard Hopkins, qui a participé à la coordination des recherches, a déclaré plus tard « Ce cas a été l'un des plus étranges de ma carrière. Nous avons passé au peigne fin toute la région, y compris les zones où il est physiquement impossible de passer inaperçu. Il n'y avait aucune trace, pas d'empreinte de pas, pas de tissu déchiré, pas de mousse piétinée. En général, une personne laisse derrière elle une série de petits indices. Ici, il n'y avait rien. Quelques mois plus tard, en janvier 1992, l'affaire a été classée et les dossiers archivés. La conclusion du service des parcs indiquait « La disparition et le retour du citoyen Mason restent inexpliqués. Aucun signe d'acte illégal, d'accident, de tentative de mise en scène de la disparition ou de modification de l'itinéraire n'a été constaté. » Cependant, dans les notes personnelles d'un des enquêteurs, non destinées à être publiées officiellement, on pouvait lire « Si cet homme a vraiment passé 6 jours dans cette région, sans laisser de traces et sans souffrir des conditions climatiques, cela remet en question les paramètres physiques de l'organisme tels que nous les connaissons. » Plus tard, des enquêteurs privés, intéressés par les cas de désorientation spatio-temporelle, se sont joints à l'affaire. L'un d'eux était Michael Bird, un ancien enquêteur du Kentucky à la retraite qui s'était lancé dans l'investigation des disparitions anormales dans les parcs nationaux. Pendant 2 ans, Bird a recueilli des preuves concernant le cas d'Adam Mason et a remarqué plusieurs détails intéressants. Aucune trace de vie, ni feu de camp, ni abri de fortune, ni déchets qu'un homme aurait pu laisser en 6 jours s'il avait vraiment vécu dans la forêt. L'état anormal du sac à dos, il était resté à sa place, près des rochers, avec son contenu intact. Cela signifiait soit qu'Adam n'avait utilisé aucun de ses effets personnels pendant tout ce temps, soit qu'il ne s'était pas rendu là où il aurait dû les utiliser. Incohérence temporelle. Adam affirmait être parti quelques minutes et ne pas s'être rendu compte que 6 jours s'étaient écoulés. Il n'avait pas faim, ne savait pas la date exacte et ne comprenait pas pourquoi les sauveteurs étaient venus le chercher. Bird tenta de contacter Mason, mais celui-ci refusa poliment. Il a toutefois réussi à joindre l'un des collègues d'Adam à Chicago qui avait remarqué des changements dans le comportement de son ami après sa disparition. Selon lui, Adam était devenu renfermé, irritable et s'intéressait aux livres sur la physique quantique et au concept de dimensions parallèles. Il ne s'était jamais intéressé à ces sujets auparavant. Un autre détail était également inquiétant. En novembre 1991, 2 mois après l'incident, Mason a démissionné de son travail et vendu son appartement dans l'Illinois. Avec sa femme, ils ont déménagé dans une petite ville de l'Oregon, ont coupé les ponts avec la plupart de leurs connaissances et, selon leurs amis restés sur place, ont commencé une nouvelle vie. Ce cas a particulièrement intéressé les partisans de l'hypothèse des zones de transition, des endroits où, pour des raisons inconnues, les repères spatiaux et les flux temporels sont perturbés. Certains les appellent anomalies géomagnétiques, d'autres zones muettes, par analogie avec la zone du silence, au Mexique. Il n'y a pas de zones officielles de ce type dans la région de Lecomte, mais plusieurs touristes ont effectivement signalé, dans les années 1980 et 1990, une perte soudaine de repères, des sensations étranges, des crises de panique et même un bourdonnement dans les oreilles, alors qu'il n'y avait aucun bruit extérieur. L'un de ces touristes, un habitant de Knoxville, a raconté comment, en 1987,
Il s'était perdu dans la même zone où Mason avait disparu. Il affirmait que sa boussole avait commencé à tourner sans raison et qu'il avait perdu ses repères pendant plusieurs heures. Sa compagne avait ressenti un engourdissement soudain des membres. Ils ont alors décidé de descendre immédiatement du sentier, sans attendre l'aube. L'histoire d'Adam Mason fait désormais partie des archives informelles des disparitions étranges dans les montagnes américaines. Elle n'a aucune explication logique et remet en question les idées reçues sur la façon dont un être humain peut se déplacer, s'orienter et survivre dans la nature. Adam était en excellente forme physique, il n'avait aucune blessure et ne semblait pas avoir passé 6 jours sans abri ni nourriture. La seule chose qui restait, c'était le sentiment qu'il avait vraiment été ailleurs, ni au sommet de la montagne, ni à son pied, mais quelque part où aucun sentier ne mène. L'été 1998 a été particulièrement chaud en Californie et le parc national de Yosemite a accueilli un nombre record de touristes. Parmi eux, la famille Wells, originaire de Berkeley, Rachel, Douglas et leur fils Jason, âgé de 5 ans. À la mi-juillet, ils sont arrivés au parc pour passer 3 jours dans la nature. La famille s'est installée dans l'un des campings équipés, non loin du sentier Happy Isles Trail, très apprécié des familles avec enfants pour son parcours plat et ses vues de pittoresques. Selon Rachel Wells, le jour de la disparition de Jason, la journée était ensoleillée et calme. Le matin du 17 juillet, ils sont partis en randonnée le long du sentier menant à la cascade vernale. Jason, comme d'habitude, était plein d'énergie, brandissant un bâton qu'il avait trouvé et sautant sur les rochers le long du sentier. À un moment donné, vers 9h30, il s'est arrêté au pied d'un gros rocher. Rachel a déclaré avoir lâché sa main pendant 1 seconde pour ajuster son sac à dos. Et lorsqu'elle a relevé la tête, son fils avait disparu. Au début, ses parents ont pensé qu'il avait simplement couru devant eux. Le sentier ne présentait pas de virage brusque et il était généralement facile de repérer les enfants à une courte distance. Mais après quelques secondes, comme Jason ne répondait pas, Douglas s'est précipité en avant et Rachel a couru en arrière. En 5 minutes, ils ont parcouru environ 200 mètres dans les 2 sens, en vain. Jason était introuvable. Il y avait d'autres touristes sur le sentier, mais personne n'avait vu le garçon sortir du chemin. Au bout de 15 minutes, Rachel a appelé les secours par radio. 1 heure plus tard, les premiers de Rangers arrivèrent en date sur place. Ils commencèrent immédiatement à fouiller les environs. La forêt, la pente, les berges de la rivière Merced. Des bénévoles, des chiens pisteurs et même un hélicoptère se joignirent à eux. Mais la journée touchait à sa fin et malgré le travail coordonné, les recherches restèrent vaines. Aucune empreinte de pas, aucun morceau de vêtement, aucun autre indice. C'était comme si le garçon s'était volatilisé. Une hypothèse a été émise selon laquelle l'enfant aurait pu trébucher et tomber dans la rivière. Mais la rive était peu profonde à cet endroit et une chute aurait laissé des traces. Les experts ont noté que l'eau de la rivière était claire ce jour-là et que si le corps avait été emporté par le courant, il aurait probablement été retrouvé en quelques heures. Mais aucun signe de la présence de Jason près de l'eau n'a été trouvé. La température nocturne est descendue à 9 degrés. Malgré l'été, il faisait assez frais dans la forêt. Les parents n'ont pas dormi, montant la garde près du feu, dans l'espoir que le garçon revienne au campement de lui-même. Le lendemain, la zone de recherche a été élargie. La zone couverte s'étendait sur plus de 3 km². Elle a été fouillée non seulement depuis le sol, mais aussi depuis les airs. Des caméras thermiques ont été utilisées, mais elles n'ont montré aucun signe de mouvement.
Le fait que les chiens aient perdu la trace dans l'une des zones où l'enfant aurait pu passer était particulièrement inquiétant. Cela arrivait rarement et indiquait généralement soit la présence d'un obstacle, soit que la personne avait quitté la zone accessible à pied. Le 3e jour, les rangers ont inspecté les grottes et les crevasses dans les formations rocheuses. Mais aucune d'entre elles ne menait plus loin. Aucune ne présentait de signes de présence humaine. Le rapport indiquait « Toutes les cavités connues ont été inspectées. Aucune trace n'a été trouvée. » La famille était au bord du désespoir. Selon l'officier Matthews, qui dirigeait les recherches, la mère de Jason avait tenté à plusieurs reprises de s'enfoncer dans la forêt, ignorant les interdictions, et avait été ramenée par les sauveteurs. Au 5e jour de la disparition, de nouveaux volontaires, dont plusieurs anciens militaires, ont rejoint les opérations. Ils ont ratissé la forêt de manière systématique, à l'aide de drapeaux et de balises GPS. Chaque parcelle de terrain a été inspectée. Aucune trace. Et soudain, 32 heures après le début de la disparition, le 18 juillet vers 18 h, Jason a été retrouvé. Il a été découvert par un groupe de bénévoles qui cherchaient Dong le long d'un ancien sentier abandonné à 5 km du camp, où le garçon, selon toute logique, ne pouvait pas arriver. Il était assis sur une souche, les genoux serrés contre lui. Et, selon les personnes qui l'ont trouvé, il semblait étonnamment calme. Il était habillé de la même manière qu'au moment de sa disparition. Ses vêtements étaient légèrement sales, mais intacts. Son corps ne présentait aucun signe de blessure, d'égratignure ou de piqûre d'insectes. Il était légèrement déshydraté, mais dans l'ensemble, il était en bonne santé. Plus tard, les médecins ont constaté que sa température corporelle était normale, sa tension et son pouls stable. Lorsqu'on lui a demandé où il était, Jason a répondu que son oncle lui avait dit de rester assis tranquille. Les sauveteurs ont pensé qu'il s'agissait peut-être de l'homme qui avait emmené l'enfant, mais le garçon n'a fait état d'aucune violence. Au contraire, il parlait calmement. Il m'a dit que je ne devais pas partir avant qu'il ait fini de compter. Telle était sa réponse. L'enfant a également décrit l'endroit où, selon lui, il se trouvait. C'était une grotte où la lumière était jaune comme du miel. Il a mentionné un silence qui résonne et le fait qu'il ne voulait pas se lever avant qu'on lui dise. Toutes ces paroles ont été consignées par les secouristes et jointes au rapport. Les sauveteurs ont immédiatement ratissé la zone où Jason a été retrouvé. Il n'y avait pas de grotte. À proximité se trouvait un petit bois et des rochers, mais il n'y avait même pas de creux où un enfant aurait pu se cacher. De plus, cette zone avait déjà été fouillée 2 fois au cours des dernières 24 heures, avec l'aide de chiens et d'hommes. Il n'y avait aucune trace ni aucun signe de présence humaine à cet endroit. Jason semblait être apparu là comme par magie. Le rapport des services de secours était laconique. L'enfant a été retrouvé dans une zone qui avait déjà été fouillée, sans trace de violence physique, dans un état satisfaisant. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons fournir aucune information supplémentaire. L'histoire de Jason Wells a suscité de nombreuses discussions sur les forums et les communautés consacrées aux disparitions anormales. La question principale qui revient sans cesse est la suivante. Comment un enfant de 5 ans a-t-il pu disparaître en l'espace d'1 minute, se retrouver à 5 km de son point de départ et ne pas avoir la moindre égratignure? Après le retour de Jason, la famille a complètement cessé toute communication avec la presse. Les médecins ont confirmé que le garçon n'avait subi aucune blessure et s'était nourri de baies, selon ses dires. Mais il n'y avait pas de baies comestibles dans un rayon de 5 km. Ses chaussures étaient propres, les semelles presque neuves, comme s'il n'avait pas marché. Les enquêteurs ont mené des recherches supplémentaires pour retrouver la grotte jaune, mais rien n'a été trouvé. De plus,
Aucun des employés de service, des caméras de vidéosurveillance ou des touristes occasionnels n'a vu l'oncle dont parlait Jason. Il n'a pas décrit son visage. Il était comme une ombre, mais il avait une voix gentille. La thèse de l'enlèvement a été écartée. Aucune trace de présence étrangère n'a été trouvée. L'automne 2003 a été exceptionnellement sec dans le sud de l'État de l'Utah. Le parc national de Zion, l'une des réserves naturelles les plus pittoresques et les plus visitées des États-Unis, restait très animé, même en novembre. Le sentier Angel's Landing, un itinéraire dangereux et impressionnant tracé sur une crête rocheuse, étroite à plus de 1500 mètres au-dessus de la vallée, était particulièrement populaire à cette époque. John Bale, un touriste de 35 ans originaire de Denver dans le Colorado, faisait partie de ceux qui ont décidé de s'attaquer à ce sentier en novembre 2003. Selon sa famille, John n'était pas novice en matière de randonnée. Au cours des 10 dernières années, il avait fait plusieurs randonnées dans les Appalaches, les Rocheuses et la Sierra Nevada. Il savait comment bien préparer son sac à dos, comment se comporter en cas de mauvais temps, et n'était pas enclin à agir de manière impulsive. Selon ses amis, John était un homme méthodique et pragmatique, pas du genre à prendre des risques pour une photo. C'est pourquoi les circonstances de sa disparition ont intrigué les enquêteurs dès le début. John est arrivé à Zion le 23 novembre. Il s'est enregistré au parking South Campground, a obtenu une carte routière et a informé le garde forestier de service qu'il prévoyait de passer par Angel's Landing et de revenir avant la tombée de la nuit. Il était parti seul, ce qui était en principe autorisé. Le sentier, bien que techniquement difficile, était très bien balisé, comportait de nombreuses chaînes pour s'appuyer et restait accessible aux randonneurs expérimentés pendant les heures de clarté. Selon les registres, Bale a commencé l'ascension vers 10 heures du matin. Plusieurs personnes l'ont vu en chemin, dont un couple de Seattle qui a déclaré plus tard que John semblait calme et concentré, qu'il les avait salués aimablement, mais n'avait pas engagé la conversation. Vers 13h40, le premier signal étrange a été reçu depuis le même sentier. Un groupe de touristes qui descendait du sommet a entendu des cris provenant d'un des éperons latéraux. C'était une voix masculine, distincte, mais il était difficile de déterminer d'où elle provenait. Le son semblait se répercuter sur les rochers et semblait venir de plusieurs directions à la fois. Il appelait à l'aide, a raconté plus tard l'un des témoins, mais nous ne pouvions pas comprendre d'où exactement. Nous nous sommes arrêtés et avons répondu, mais la voix ne s'est pas fait entendre à nouveau. Quelques minutes plus tard, le groupe a poursuivi sa descente. À 17h30, John Bale n'était toujours pas revenu au camp. Conformément au protocole, l'alerte a été donnée le soir même, lorsque les Rangers ont remarqué que son véhicule était toujours garé au départ du sentier et qu'il n'avait pas donné signe de vie. Compte tenu de la courte durée du jour, de la baisse de la température à 0 degré Celsius et du danger général du sentier, une opération de recherche d'urgence a été lancée. Dès le premier jour, des sauveteurs locaux, des rangers, des bénévoles et des cynophiles ont été mobilisés. Une reconnaissance par hélicoptère a été mise en place. Les principaux itinéraires, les crêtes, les embranchements et les zones où une personne aurait pu glisser ont été passés au peigne fin. Mais le problème était qu'aucune trace, ni chaussure, ni lambeau de vêtements, ni signe de chute, n'avait été trouvée. Tout au long du sentier Angel's Landing, des panneaux avertissaient du danger mortel en cas de sortie du sentier. Mais rien n'indiquait que John avait quitté le sentier. Les sauveteurs étaient également perplexes devant un autre élément. Dans la zone où, selon les témoignages, des cris avaient été entendus, ils n'ont trouvé aucun sentier permettant d'y accéder. Même depuis l'hélicoptère,
l'endroit semblait désert. Les corniches de rocheuses, sous cette partie, étaient ruinées trop abruptes pour qu'un homme puisse descendre ou tomber, et encore moins survivre. Les recherches se sont néanmoins poursuivies pendant 4 jours. Le 5e jour touchait à sa fin lorsque tout a basculé. Vers 18h10, à la tombée de la nuit, dans la partie inférieure du parcours, à environ 500 mètres de l'entrée initiale, le garde forestier Mike Spencer entendit un bruit. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'un homme apparut entre les arbres. C'était John Bale. Son visage était couvert de poussière, ses cheveux ébouriffés, ses vêtements partiellement déchirés, mais il était vivant et, à première vue, il n'avait presque pas été blessé. Bale se tenait debout, hésitant, ses mouvements étaient rendus lents et il restait silencieux. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il a dit « Je suis revenu, hein ?» comme s'il ne comprenait pas lui-même combien de temps s'était écoulé. Il fut transporté à l'hôpital de Springdale. Les médecins constatèrent de nombreuses jeunes contusions et éraflures superficielles, mais aucune fracture, gelure ou signe de déshydratation. Il semblait fatigué, mais pas épuisé. Le rapport médical indiquait que son état général ne correspondait pas à 4 jours passés dans les montagnes à des températures négatives. Mais le plus étrange était le récit de John lui-même. Je me souviens m'être arrêté pour regarder la falaise. J'ai cru entendre un bruit, pas une voix, juste un son, comme si quelque chose roulait sur les pierres. Je me suis approché du rebord, je me suis penché, et puis plus rien. C'est comme si, je ne sais pas, j'avais disparu. Je ne suis pas tombé. Je ne me souviens pas avoir marché. Juste le silence. Et puis, je me retrouve en bas. Et c'est tout. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé entre le moment de sa disparition et son retour, il n'a rien pu se rappeler. L'horloge de sa montre indiquait la même heure qu'au moment de sa disparition. Tout était dans son sac à dos. Il ne pouvait pas expliquer comment il s'était retrouvé en bas, ni pourquoi personne ne l'avait vu pendant 4 jours. Après le retour de John Bale, une enquête approfondie a été ouverte. Les agents du service des parcs qui avaient participé aux recherches ont tout d'abord revu toute la chronologie des événements. Il avait disparu sur un sentier où se trouvaient des dizaines d'autres touristes. Des témoins ont entendu sa voix, mais personne ne l'a vu tomber, s'éloigner ou réapparaître pendant 4 jours. Il n'a été filmé par aucune des caméras installées en contrebas, et rien de suspect n'a été remarqué depuis les airs. Les experts qui ont examiné les chaussures et les vêtements de John ont remarqué une particularité étrange. Les semelles de ses chaussures étaient marquées presque propres. Elles ne présentaient ni couche d'argile, ni traces de poussière caractéristiques du sentier, contrairement à celles des autres touristes après plusieurs heures de marche. On aurait dit qu'il n'avait pas marché du tout, comme s'il avait été déplacé. Les bénévoles qui ont participé à la recherche ont catégoriquement affirmé que l'endroit où il était censé être sorti de la forêt avait été inspecté au moins 3 fois. Il n'y avait aucune trace de lui. Soit il était resté dans les environs pendant tout ce temps sans être remarqué, soit il était apparu soudainement à cet endroit après la fin des recherches. À son retour, John Bale a évité toute communication avec les journalistes. Il n'a accordé qu'une seule brève interview à une chaîne de télévision locale dans laquelle il a avoué qu'il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. C'est comme si j'étais tombé dans quelque chose, pas dans le temps, ni dans l'espace. J'ai simplement disparu. Il y avait un silence absolu. Je n'avais pas faim, je n'avais pas froid. Je ne bougeais pas, mais je ne dormais pas non plus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas un rêve, c'était le silence. Il n'était ni assourdissant, ni effrayant. Il était simplement là. Les psychiatres qui ont examiné Bale n'ont trouvé chez lui aucun signe d'amnésie, de délire ou de traumatisme crânien. Il est sain d'esprit, logique, peu enclin à la fantaisie. Il a accepté de se soumettre volontairement au détecteur de mensonges
et l'a passé avec succès. Tout ce qu'il a raconté correspondait à ce qu'il avait réellement vécu. Une perte de mémoire, une absence totale de notion du temps et un retour inattendu. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si ces histoires mystérieuses ont titillé votre imagination, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. S'agissait-il de portails, d'anomalies ou d'autres choses? À bientôt, by the way.